Devenez les meilleures versions de vous-même. Façonnez une vision claire des défis, des victoires qui vous attendent juste par une conversation. C'est ici que nous avons imaginé un espace où nous recevrons des modèles de réussite de notre pays et au-delà qui, forts de leur expérience, partageront des clés. Ensemble, découvrons leur histoire. Il y a des parcours qui ne laissent aucune place au hasard. Des histoires qui, dès le départ, portent les graines de l'excellence. En 91, notre invité écrivait déjà une page mémorable de l'histoire éducative congolaise en devenant seul lauréat au baccalauréat national au premier tour. Aujourd'hui, il revient sur son parcours pour éclairer la jeunesse sur le chemin de la réussite. Bonjour, honorable Gabriel Misato. Bonjour Orgerie. Merci d'avoir accepté l'invitation de conversation avec. Aujourd'hui, nous reviendrons sur votre histoire, votre parcours, votre vision. Revenons, honorable, sur l'épisode 1991. Je le disais, vous étiez seul lauréat au baccalauréat national au premier tour. Racontez-nous un peu comment avez-vous géré cette reconnaissance précoce. C'était un très très beau souvenir. J'étais en effet admis au premier tour, non, au baccalauréat A4 en 1991, qui était le premier bac organisé après la conférence nationale souveraine. Donc, le premier baccalauréat de l'ère démocratique du Congo. Et à l'époque, nous étions pendant la transition qui était dirigée par le Premier ministre, paix à son âme, André Milongo. Donc, un bac organisé dans des conditions assez Difficile. sérieuses et rigoureuses, et avec plus de 15 000 candidats, toutes séries confondues, et tout enseignement également confondu, enseignement général et enseignement technique. Et donc, j'ai été le seul admis, du coup, en série A, donc sur toute la République du Congo. Qu'est-ce que Et cela vous a fait? ben, c'est le fruit d'un travail. C'est vrai que j'étais assez sérieux dans les études. Et c'était une fierté aussi pour ma famille, pour mes parents, parce que le bac se proclamait à la radio. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Donc, on écoutait la radio le soir, vers 19h, et on lisait les admis du coup. Et sur les 15 000, il n'y avait que 125 admis, du coup, sur toute l'étendue du territoire national. Et j'étais le seul admis pour la série A, dans tout le Congo. Et donc, c'est un honneur d'entendre mon nom à la radio. Mes sœurs sont venues, enfin, sont venues de Wenze. Je vivais à C'était la Mungali. fête à la Voilà, maison. J'imagine le moi, je fierté des n'écoutais pas la parents. radio. Et donc, c'est des gens qui sont venus Ouais. à la maison dire: «Ah, tu as eu le bac, tu es admis, du coup, tu es le seul.» Voilà. Donc, c'est un souvenir inoubliable. J'imagine bien. Alors après le bac, direction Mariangouabi, Exactement. où vous obtenez un DUG en droit Tout à fait. et puis après Mariangouabi, vous vous envolez vers l'étranger. Vous faites partie de ces jeunes, qui ont eu cette chance de voyager, de découvrir d'autres cultures. Mais dites-moi, sérieusement, si vous n'aviez pas voyagé, entre nous, est-ce que vous pensez que vous serez l'homme que vous êtes aujourd'hui? Non. Comme on dit, hein, les voyages forment la jeunesse. Et je suis le fruit donc de tous ces voyages, de tous ces échanges. Mon cursus reflète justement tous ces mouvements que j'ai faits, toutes ces migrations. Et je pense que c'est le cumul de ces expériences-là qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors, vous vous arrêtez pas là, vous allez à l'étranger et vous continuez de briller au point de devenir, d'être élu président du collectif des étudiants congolais de Roumanie, Bulgarie de 1996 à 2000. Comme quoi partout où vous passez, vous devez laisser quand même votre empreinte et briller. Mais, je me dis
Est-ce que, ou pour vous, selon vous, vous n'étiez qu'un simple représentant des étudiants congolais à l'étranger ou c'est là qu'est né quelque chose, la chose politique? Alors, je pense que c'était le début de ma vocation politique, ou la naissance, la graine, qui, plantait, le devenir politique que je devais avoir. Et je vais vous donner une anecdote, que lorsque je suis président des étudiants congolais de Roumanie et de Bulgarie, j'étais très jeune et j'avais également comme collègue de mon bureau, du bureau des étudiants, juste Mondélé. Donc, Très en bien. quelque sorte, c'était le début ou la naissance de notre vocation politique commune. Et donc, c'était une expérience aussi, on va dire très, très enrichissante parce que ça nous a permis non seulement de représenter nos collègues qui Tout à étaient en fait. Roumanie et en Bulgarie, ou de défendre leur cause, mais c'était aussi le fait de mériter leur confiance. Parce que naturellement, j'avais toujours tendance à inspirer confiance. Donc des gens pensaient me confier leur cause à défendre. Et c'est pour ça que j'ai été modestement élu président des étudiants congolais de Roumanie en Bulgarie. Alors, en Roumanie, vous avez eu à faire des stages, en entreprise, puis vous vous êtes envolé après la Roumanie vers la France. Vous avez fait un troisième cycle, mais à côté, vous avez aussi travaillé. Vous aviez été dans un cabinet d'avocats, Tout à fait. mais je constate aussi que vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez été administrateur électoral de la ville de Paris, Tout à une fait. fonction que vous avez aussi brillamment occupée. Après tout ce parcours, me disais-je, vous décidez en fait de rentrer au pays. Ah ça, je ne comprends pas. Parce que comment ça se fait que vous brillez autant à l'étranger et vous décidez de rentrer? Qu'est-ce qui a poussé à cette décision? Pensez-vous qu'il y avait trop à faire au pays, que vous en avez assez fait en France? Alors, après la Roumanie, je suis venu faire un troisième cycle en France, donc à l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Et donc, j'ai obtenu le DSS en DIDH, en droit international des droits de l'homme et action humanitaire. Et j'ai travaillé comme collaborateur juridique dans un cabinet d'avocats. J'ai été administrateur électoral de la ville de Paris. Donc, c'est une formation que j'ai reçue en tant que président du bureau de vote numéro 45 Ouais. dans le 19e arrondissement de Paris. Donc, à ce titre, j'ai supervisé, donc présidé dans un bureau de vote, des élections européennes de 2009, les élections régionales de 2010 en France et les élections présidentielles et législatives de 2012 qui ont vu l'élection du président François Hollande. Voilà, donc si vous tapez dans les annales Oui, de la ville de Paris, tout à fait. ces années-là, vous verrez qu'il y a eu un arrêté du maire de l'époque, Bertrand Delanoë, qui Oui. nous faisait administrateur électoral de la ville de Paris. Mais écoutez, à vous entendre depuis le début de notre conversation, c'est comme si vous n'alliez que de distinction en distinction, de réussite en réussite. Vous ne direz pas que vous n'avez pas eu des moments de doute, de bifurcation. Heu, je pense que oui, quand même. Vous n'êtes pas un surhumain. Vous n'allez pas me faire croire que monsieur Gabriel Missatou réussit tout. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez eu des doutes, vous avez été triste, vous avez eu envie d'abandonner comme tout être humain? Et si vous en avez eu, comment vous avez fait pour tenir le coup? Oui, c'est comme toute une vie, hein. Dans toute vie, il y a des moments de doute, de remise en question, des moments de peine, que les larmes qui font le plus mal, ce ne sont pas celles qui coulent sur les joues, ce sont des larmes qui coulent dans le cœur et que chaque cœur a ses peines. Et j'ai eu un moment comme ça difficile où j'ai perdu ma grande sœur, que j'aimais beaucoup, qui était une belle âme, mais c'est une belle personne, très belle femme, grande, qui était un peu le reflet de ce que je suis, mais en femme, et qui était un modèle aussi pour moi. Et l'avoir perdue brutalement à 36 ans, euh, enceinte, Ah, ça a été le plus grand choc de ma vie. tout à fait, Et vous imaginez. ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses, que tout pouvait partir comme ça, La vie ne tient qu'à un fil. exactement, que la vie ne tient qu'à un fil,
et ça m'a motivé à fonder une famille parce que je me disais que tout pouvait être perdu du jour au lendemain. Et c'est un moment très, très difficile de ma vie et c'est peut-être ça aussi et qui forme le caractère que j'ai aujourd'hui d'homme résilient. Et c'est aussi ça qui me fait toujours porter la cause des autres, faire de la cause des autres ou des plus faibles mon leitmotiv. Justement, de cette histoire, sombre, cette partie sombre de votre, histoire, vous en avez fait votre force et on peut dire merci à votre grande sœur parce qu'elle vous a poussé à être un père de famille, à être un dirigeant d'entreprise, à être un homme politique. Avant, vous avez été, nous ne cessons de rappeler, un étudiant brillant. Mais face à tout cela, quel est véritablement le combat qui vous tient le plus à cœur? Alors, le combat qui me tient le plus à cœur, c'est être toujours au service des autres, notamment des plus faibles. Je suis très, très attaché à la cause des orphelins Pourquoi et les des orphelins? veuves. Des orphelins, peut-être parce que moi-même j'en suis un, orphelin de père et de mère. Et je sais que dans la vie, il faut toujours que quelqu'un vous tienne la main pour vous aider à traverser la rivière. Et si je peux être utile pour quelques-uns, j'essaie toujours de me rendre utile pour ça. C'est d'ailleurs pour cela que quand j'ai eu la possibilité, j'ai créé la maison de la veuve et de l'orphelin à Pointe-Noire, de ma circonscription, au kilomètre 4, qui est un centre de formation euh, ouvert aux orphelins et aux veuves dans des métiers qui débouchent sur un emploi. Donc, la rentrée dernière, nous avons formé 60 jeunes filles à la couture et à la fin de la formation, nous leur avons offert des machines à coudre professionnelles pour que chacune puisse ouvrir son atelier, donc créer une entreprise. Voilà. Apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Et cette rentrée-ci, nous avons également euh, mis en place une session mixte, couture-coiffure, à la fin de laquelle nous offrirons également des outils de travail pour que ces jeunes orphelins ou orphelines puissent se mouvoir, voilà, et s'intégrer dans la vie. Donc on retient de vous déjà que vous êtes un homme résilient, engagé, mais aussi porté sur l'extérieur à travers les langues. Parce que je sais que vous parlez, roumain, vous lisez, russe. Alors dans cette émission, on a un petit moment assez intimiste, on va dire et là, je vous propose le jeu de mots. Nous allons parler roumain. En tout cas, je vais vous donner la possibilité de montrer que vous parlez roumain. 1er mot, bonjour. Bună ziua! Bună, Bună ziua! bună ziua. Alors, je m'appelle Gabrielle Missatou. Me chiama Gabriel Misatou. Bienvenue dans Conversation avec Gabrielle Missatou. Bine ați venit la conversație cu Gabriel Misatou. Donc, nous remarquons que vous êtes bilingue, voire trilingue. D'accord. Alors, justement, quelle est la place de la langue étrangère dans la formation du jeune? Aujourd'hui, il est très important de parler des langues. Euh, une personne qui ne parle pas au moins une langue étrangère est comme une personne handicapée. Et je dis toujours, hein, j'éduque d'ailleurs les enfants à apprendre Ah, au moins une langue étrangère. C'est très important. C'est aussi une porte ouverte vers les autres, vers d'autres cultures. Et c'est très enrichissant pour la carrière, pour le background et pour ceux qui recherchent de l'emploi, c'est une valeur ajoutée. Donc c'est très important d'apprendre des langues. C'est pour ça que je suis toujours très porté sur les langues étrangères. Oui, je parle roumain comme je vous parle français. Je lis le russe. Euh, Avant, je parlais aussi le russe, mais j'ai oublié. vous pratiquez plus autant. Et je suis un apprenant en continu de l'anglais. Ah, très bien. Donc, la prochaine fois, nous parlerons anglais, on va dire ça. Ah. D'accord. En tout cas, merci pour ce voyage, linguistique. Je retiens de vous que vous êtes un homme, droit, très stratège,
axé politique, mais très engagé, résilient. Mais au fond, monsieur Msatou, entre nous, si vous n'aviez pas choisi cette voie, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous serez porté peut-être vers, tout ce qui est artistique ou tout simplement un autre métier? Je ne pense pas avoir fait autre chose, heu, ou avoir eu une autre carrière que celle que j'ai aujourd'hui. J'ai toujours voulu faire du droit, j'ai fait du droit. J'ai très tôt été responsabilisé pour défendre Oui, les causes des autres, notamment au niveau du syndicat des étudiants. C'était pour moi déjà comme, une voie tracée vers la carrière politique et je ne me voyais pas faire autre chose. Je puis dire aujourd'hui que, je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire la politique. donc très tôt, vous avez fait un choix de carrière et vous vous êtes, arrangé, vous avez travaillé pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, avec vos multicasquettes, nous ne cesserons de le dire, vous êtes, dirigeant d'entreprise, ancien étudiant. Monsieur Missatou, conversation avec, je disais dans l'entame que nous voulons partager votre expérience, votre histoire, votre vision, mais surtout nous adresser aux jeunes Congolais qui sont en manque de repères, en manque, de modèles de réussite. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui doutent de leurs capacités. Quel regard portez-vous sur la jeunesse, congolaise actuelle et sur les conditions de réussite dans notre société? C'est une très, très bonne question. Vous savez, Orgerie, j'étais, il y a quelques jours, à la présentation d'un livre, «Réveille le génie qui sommeille en toi», qui est écrit par un collègue député qui Oui. s'appelle, Ibam Gambili Exaucé et qui est d'ailleurs préfacé par le ministre Denis Christel, Sassou Nguesso. Et à cette présentation, il y a eu, le directeur général adjoint de l'édition L'Harmattan, qui s'appelle José Mavungu, si j'ai bonne mémoire, et qui a dit une chose très importante et qui, moi, m'a fait tilt. Il a dit: «On ne construit pas un pays dans la distraction, on construit un pays avec l'instruction». Mais notre pays, le Congo, ne sera que ce que nous aurons voulu qu'il soit, ce que les jeunes qui représentent l'avenir pour le Congo auront voulu qu'il soit. Mais pour donner cette vision au pays, pour changer ce pays, le transformer, le développer, il faut que les gens se forment. On a parfois l'impression que nos jeunes n'ont pas de modèle de réussite industrielle, de modèle de réussite entrepreneuriale. On est toujours porté à rentrer dans l'industrie politique. Alors qu'avant même de faire la politique, il faut d'abord se former, il faut avoir un métier. Je le dis souvent Mmh. que je préfère une jeunesse smart qu'une jeunesse rouge. C'est bien de faire la politique, c'est bien de susciter des vocations politiques, mais il ne faut pas venir en politique pour en faire un métier. Il faut d'abord avoir un métier Métier, oui. avant de venir en politique. Moi, j'ai commencé à faire la politique après avoir déjà, on va dire, réalisé mes rêves professionnels. J'ai déjà commencé à travailler avant de faire la politique. Aux jeunes, ils ne doivent pas forcément tous investir dans l'industrie politique parce que la politique n'est pas un métier. Ils doivent d'abord se former, avoir un métier, un boulot, un job avant de rentrer en politique. Moi, Mmh. personnellement, je suis d'abord chef d'entreprise Oui. avant de faire la politique. J'ai d'abord travaillé, j'ai d'abord un métier avant de faire la politique. Et que nos jeunes peut-être manquent de modèles, d'industriels comme les autres. Par exemple, en France, on a des modèles, on a des Bernard Arnault, on a des Bettencourt, on a des Bolloré. Tout à fait. Au Nigeria, on a des Dangote. Mais chez nous, on n'a pas de modèle de réussite comme ça. On a eu des Ebina à l'époque Oui, un très qui grand étaient monsieur. plutôt des commerçants. Oui, Mais nous, les modèles des jeunes aujourd'hui sont des faux modèles parce que ce sont des modèles politiques. Mais ce n'est pas la politique en tant que telle qui produit, qui permet d'avancer un pays. C'est le travail collectif. Et il faut que
nous jeunes ou les jeunes de notre pays soient conscients que c'est nous tous ou eux qui vont développer ce pays. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Russes, les Américains, les Qataris qui viendront développer le Congo. Ils viendront au Congo pour faire du business, gagner de l'argent. Mais le pays, c'est nous qui allons le développer. Donc, c'est bien de faire la politique, mais c'est encore mieux d'apprendre un métier et de travailler. Et moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Allez-y, ça nous intéresse. Lorsque je décide de quitter la France, j'ai saisi une opportunité qui m'a été offerte par celui qui est aujourd'hui le président de mon parti politique, qui m'a dit, M. Wilfried Nguesso, qui m'a dit, alors, je veux que tu rentres au Congo travailler avec moi dans mon entreprise, la Socotram. Mais j'avais déjà une vie établie en France, Tout à une fait. vie de famille, je travaillais. J'ai réfléchi, et j'ai décidé de rentrer. Du coup, je suis venu au Congo en 2000, fin 2012. J'ai commencé à travailler début 2013 en entreprise. Oui, J'ai commencé comme chef d'agence, directeur d'agence, aujourd'hui directeur général. Et ce n'est qu'après, donc en 2000, j'arrive en 2013, en 2014, il y a eu des élections locales oui. auxquelles je me suis présenté à Pointe-Noire. Je me suis cassé la gueule, permettez l'expression. J'ai échoué, mais j'ai retenu la leçon. Très bien. En 2015, il y a eu changement de constitution. Donc, on a dû renouveler toutes les institutions. Donc, on a dû réorganiser les élections en 2017. Donc, en 2016, il y a eu les présidentielles. En 2017, on a organisé les élections locales et législatives. Je vous rappelais tout à l'heure que en 2014, je me suis présenté au local, je me suis cassé la gueule, mais j'ai retenu la leçon. En 2017, quand il y a eu des élections locales et législatives, je me suis représenté aux deux, Oui. toujours à Pointe-Noire, législative et locale. Locale, je gagne. Donc, je passe conseiller municipal. Et après, je suis élu au bureau exécutif du conseil comme deuxième secrétaire. Donc, dernier membre du bureau exécutif qui a 5 membres. Mon législative, j'échoue. Mais je retiens la leçon. Toujours, résilience. En 2022, rebelote, on organise, donc on renouvelle à la fois les conseils, donc élections locales, et l'Assemblée nationale, élections législatives. Mais comme j'avais retenu la leçon, je gagne les deux. Donc je suis député à l'Assemblée nationale et je passe premier vice-maire. L'enseignement que je tire de cela, c'est que le parcours de l'homme n'est jamais linéaire. Oui. Qu'il y a des échecs qui préparent des victoires, qui préparent des réussites. Et qu'un échec ne doit pas nous Être un frein. défaire. Ça doit être un moteur, une motivation pour tirer les leçons et engranger les prochaines victoires. Donc, c'est un parcours fait de résilience, d'abnégation et surtout d'enseignement. C'est un peu ce que j'encourage nos jeunes à suivre, qu'ils ne brident pas leurs ambitions. Il n'y a pas de limite aux ambitions. Qui voient grand, parce que, comme on dit, il faut toujours viser la lune, c'est Oscar Wilde, Oui, parce que si on rate la lune, on tombe sur les les étoiles. étoiles, oui. C'est le conseil que je peux donner à notre jeunesse. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de modèles de réussite. Vous avez cité Bernard Arnault et autres en Europe. Mais vous, qui était votre modèle de réussite? Et pourquoi cette personne-là ou ce personnage? Alors, le modèle, pour moi, le modèle, j'en ai deux, si vous permettez. Alors, Allez-y. le modèle, je commence d'abord par Nelson Mandela, qui a consacré toute sa vie à une cause, ou qui a sacrifié sa vie à une cause. Et à la fin, il a libéré tout un peuple. Il n'a jamais douté, malgré les souffrances. 27 ans de prison, jamais douté. Il n'a pas fait des compromis ou des compromissions. Il aurait pu être libéré depuis longtemps, aller
vivre en exil, un exil doré. Non, non, non. Il a préféré souffrir 27 ans Mmh. pour faire triompher sa cause. C'est pour moi un modèle, même un Très modèle fort. de vie. Oui. Et il y a le président Denis Sassou Nguesso, dont la vie est un modèle de résilience. Parti d'un village au fin fond de la cuvette, avoir ce parcours qu'il a eu et sacrifier sa vie au service d'un pays. En réalité, aujourd'hui, sa vie est quasiment liée à la vie du Congo. Donc, un qui sacrifie sa vie pour sa cause et l'autre qui donne sa vie pour servir le pays. Donc, c'est les deux modèles qui m'inspirent beaucoup. Nelson Mandela et Denis Sassou Nguesso. Si je vous dis un mot, qu'est-ce que ce mot-là va vous inspirer pour terminer? Patriotisme. C'est l'amour du pays pour le servir. Merci beaucoup, honorable Gabriel Missatou. J'ai pris un plaisir énorme à converser avec vous. En tout cas, merci à travers votre histoire, votre expérience, votre vision. Vous avez pu aiguiller la jeunesse congolaise pour le choix de leur carrière. Nous retenons résilience, abnégation, don de soi, travail. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir honoré à Conversation avec. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de Conversation avec. Nous avons eu l'honneur de recevoir l'honorable Gabriel Missatou qui nous a partagé un message fort. Surtout, retenez ceci, résilience. Je vous quitte avec cette citation. Beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de faire carrière. À très bientôt dans un prochain numéro de Conversation avec. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucun partage lors des conversations avec.